Le jour de leur anniversaire de mariage, son mari a dit à Laure qu'il travaillerait tard. Elle a décidé de passer au restaurant pour chercher son dessert préféré. Parce qu'elle portait un chemisier blanc et un pantalon noir, on l'a prise pour une nouvelle serveuse, on lui a mis un plateau entre les mains et on l'a poussée vers un salon privé. Et c'est là, juste devant la porte, que Laure a entendu la voix de son mari. Bon retour parmi nous. C'est votre chaîne avec une toute nouvelle histoire pour vous. Avant de plonger dans le vif du sujet, laissez un commentaire pour nous dire d'où vous nous regardez. Nous espérons que vous apprécierez l'histoire d'aujourd'hui. Le matin dans leur appartement a commencé comme tous les matins depuis 6 mois. Dans le silence, en marchant prudemment sur la pointe des pieds, Laure s'est réveillée avant l'alarme, alors qu'il faisait encore nuit. Elle est restée allongée un moment à fixer le plafond, où une bande de lumière provenant du lampadaire rampait lentement sur la peinture, juste à côté d'elle. Adrien respirait lourdement, face au mur. Elle s'est redressée doucement, s'appuyant sur son coude, regardant l'arrière de sa tête, les fils d'argent sur ses tempes, le grain de beauté familier sur son cou, et s'est dit « Aujourd'hui, il va forcément s'en souvenir. Il y a 10 ans, ce jour précis. » Ils étaient sortis de la mairie sous une fine pluie d'automne. Adrien, en riant, avait drapé sa propre veste de costume sur ses épaules, puis l'avait portée dans ses bras jusqu'à la voiture parce que son talon s'était cassé. Laure avait raconté cette histoire à son amie tant de fois qu'elle n'était plus tout à fait sûre si elle se souvenait du jour lui-même ou seulement de ses propres récits à ce sujet. Elle s'est levée, a enfilé son vieux peignoir et s'est glissée silencieusement dans la cuisine. Sur le rebord de la fenêtre se trouvait sa violette africaine, qu'elle arrosait, avec le même soin méticuleux qu'elle mettait autrefois à entretenir leur relation. Laure a allumé la bouilloire et a pris son mug préféré, celui dont l'anse était ébréché. Adrien lui avait dit un nombre incalculable de fois qu'il était temps de le jeter, mais Laure refusait. Ce mug contenait toute la vie qu'ils avaient construite ensemble. Le premier appartement loué, le matin suivant leur première grosse dispute quand il lui avait apporté du thé au lit, sans dire un mot. Les discussions tard la nuit, assis par terre à l'époque où ils n'avaient pas les moyens d'acheter de vrais meubles. Le mug s'était fissuré au cours de leur 4e année de mariage. Un mince éclair allant du haut vers le bas. Elle a sorti des œufs du frigo, a coupé une tomate et a posé la poêle sur la cuisinière. L'odeur du pain grillé et du beurre a rempli la cuisine, et Laure a fait exprès de fermer la porte du placard un peu plus fort que nécessaire pour qu'Adrien l'entende. Elle voulait qu'il entre dans la cuisine, l'entoure de ses bras par derrière et lui murmure à l'oreille « Joyeux anniversaire ». Elle n'avait pas besoin de fleurs ou de restaurant chic. Tout ce dont elle avait besoin, c'était qu'ils s'en souviennent, qu'il y ait au moins un jour par an où ils reconnaissent tous les deux ce que ce jour signifiait. Adrien est sorti 20 minutes plus tard, déjà en chemise, les cheveux humides, les yeux fixés sur son téléphone. Il tapait quelque chose rapidement, sans jamais lever les yeux de l'écran, et a adressé à sa femme le même bref signe de tête que l'on donnerait au concierge d'un immeuble. « Bonjour », a dit Laure en souriant. « Salut », a répondu Adrien, en s'asseyant à la table, les yeux toujours rivés sur son écran. « Seigneur, est-ce qu'il y a du pain frais ? Il me semblait en avoir vu hier. »« Oui, je viens de le griller. » Elle a posé l'assiette devant lui. Il a tendu la main distraitement, cherchant sa fourchette sans regarder, et a rapproché son café. Laure s'est assise en face de lui, tenant son mug fissuré à 2 mains, le regardant manger. Il y avait de légers cernes sous ses yeux. Un nouveau pli se dessinait près du coin de sa bouche. Il n'était pas là avant. Extérieurement, il avait à peine changé en 10 ans. Il s'était juste un peu élargi des épaules, mais quelque chose en lui avait changé, comme les meubles d'une pièce que l'on aurait réorganisée. Les murs étaient les mêmes, mais s'y promener semblait étrange. « Qu'est-ce que tu as de prévu aujourd'hui » a-t-elle demandé doucement. « Réunion ce matin. Puis une présentation plus tard. » Adrien a enfin levé les yeux de son téléphone. « Écoute, je vais rentrer vraiment tard. Je dois m'entretenir avec quelqu'un d'important. Je ne peux pas décaler ça, tu sais. » Laure a hoché la tête lentement. « Je sais. Ne m'attends pas pour le dîner. Je rentrerai peut-être après minuit. Prends-toi juste quelque chose à manger, d'accord ?» Il a dit ça comme si c'était un mardi ordinaire, pas le jour où 10 ans plus tôt, il l'avait couverte de sa veste sous la pluie d'automne. « Adrien » a-t-elle dit doucement. « Aujourd'hui. » Laure a hésité. Dans ce silence, elle a senti quelque chose se serrer en elle et s'effondrer au creux de son estomac, comme un ascenseur qui lâche. « Aujourd'hui, c'est notre anniversaire, voulait-elle dire. » Elle voulait le voir se frapper le front, dire « Oh mon Dieu, je suis un idiot. Je suis tellement désolée. » Elle voulait qu'il se lève et la serre dans ses bras pour que l'ascenseur remonte. Mais Adrien finissait déjà son café, jetait déjà un coup d'œil à sa montre, était déjà mentalement dehors, assis avec la personne importante à la réunion importante. Laure a réalisé que si elle terminait sa phrase et qu'il ne s'en souvenait toujours pas, ce serait pire que de ne pas la finir du tout. « On dirait qu'il va pleuvoir aujourd'hui », a-t-elle dit à la place. « Oh, je vais prendre un parapluie alors. Merci. » Il s'est levé, a embrassé le sommet de son crâne en passant, comme on embrasserait un chat endormi, et est allé finir de se préparer. Laure est restée seule dans la cuisine. Le mug fissuré était posé devant elle, intact. Dans la poêle, la 2e portion d'œufs brouillés refroidissait. Celle qu'elle avait faite au cas où il en demanderait encore. Il ne l'a pas fait. Depuis le couloir, elle a entendu les bruits de son manteau qu'il prenait, de ses clés qu'il cherchait,
et de quelque chose de petit et métallique qui tombait. Son briquet, a pensé Laure mécaniquement quand la porte d'entrée a claqué. Laure s'est levée lentement, s'est approchée de la fenêtre et a regardé Adrien traverser la cour vers sa voiture. Il marchait vite, sans jamais regarder en arrière. Déjà au téléphone, près de l'entrée de l'immeuble, leur voisine, Madame Martin, promenait son petit terrier gris. Adrien est passé juste à côté sans remarquer son signe de la main. Laure s'est détournée de la fenêtre. Elle a pris un bus à moitié vide pour aller au travail, posant son front contre la vitre froide. La rangée familière d'immeubles défilait. La clinique, la boulangerie avec son enseigne qui s'écaillait, l'arrêt de bus près de l'école primaire où les mamans avec des poussettes se rassemblaient toujours. La pluie qu'elle avait promise à Adrien s'est effectivement mise à tomber, une fine pluie d'automne, de travers. Laure regardait les gouttes tracer des chemins sur la vitre et essayait de ne pas pleurer. Et elle a réussi, parce que pleurer dans un bus de ville était humiliant. Elle a juste cligné des yeux rapidement et a dégluti avec peine. Au bureau, elle a été accueillie par Patricia du bureau d'à côté, la bruyante et bavarde Patricia, portant un gilet orange vif. Patricia est passée devant son bureau, s'est arrêtée, a plissé les yeux et a soudain laissé échapper un cri. « Laure, oh mon Dieu! Qu'est-ce qu'il y a? C'est ton 10e anniversaire aujourd'hui, n'est-ce pas? » « Oui. » Laure a levé les yeux vers elle et s'est forcée à sourire. 10 ans. Waouh! Patricia a frappé dans ses mains. « Joyeux anniversaire pour ce grand jour! » C'est ton anniversaire d'éteint. Qu'est-ce qu'Adrien t'a offert? Laure a hésité. Il est complètement débordé. Il a une réunion énorme aujourd'hui. On fête ça plus tard. Patricia a plissé les yeux encore plus fort. Elle travaillait dans ce bureau depuis longtemps et était mariée depuis longtemps. Elle avait un radar interne qui captait le manque de sincérité dans la voix des autres femmes mieux que n'importe quelle machine. « C'est ça », a-t-elle dit d'un ton indéfinissable en posant un petit sac en papier sur le bureau de Laure. « Tiens, des truffes de la salle de pause. Je les ai ramenées de l'anniversaire de Brenda hier. Joyeux anniversaire, ma belle. » Laure a pris le sac et, pour une raison quelconque, a failli se mettre à pleurer à ce moment précis à cause de Patricia, qu'elle ne considérait même pas comme une amie proche. À cause du sac en papier froissé, contenant 3 chocolats. Parce qu'une femme bruyante et indiscrète en pull orange s'était mieux souvenue de son 10e anniversaire que l'homme avec qui elle l'avait vécu. « Merci, » a dit Laure. « Vraiment, Patricia, merci. La journée a traîné. » Laure ouvrait mécaniquement des tableurs, déplaçait mécaniquement des chiffres, répondait mécaniquement aux emails. À midi, elle est descendue au traiteur, a pris une soupe et une salade, s'est assise à une table près de la fenêtre et a réfléchi encore et encore. Elle pensait à quel point Adrien était différent ces derniers temps. Pas en colère, pas tout à fait indifférent, mais comme s'il était toujours ailleurs, comme s'il vivait de l'autre côté d'une paroi de verre. Quand il parlait, il regardait au-delà d'elle. Quand il la serrait dans ses bras, il lui tapotait l'épaule comme un camarade. Quand il répondait, il utilisait exactement 2 mots de plus que le strict nécessaire. Et maintenant, pour leur 10e anniversaire, il lui avait calmement dit qu'il serait en retard, sans mentionner la date une seule fois. Laure a réalisé qu'elle était en train de déchiqueter sa serviette, de la déchirer, de l'aplatir et de la déchirer à nouveau. Et à cet instant précis, dans sa tête, comme le déclic feutré d'un vieil interrupteur, quelque chose a basculé. Pas de la colère, pas du ressentiment, mais de l'entêtement. Un entêtement simple, tranquille, féminin, qui s'éveille chez les femmes de son âge quand s'apitoyer sur son sort devient tout simplement trop humiliant. C'est bon, pensa Laure. C'est bon. Il a oublié, mais personne n'a appelé ce soir. Et comme c'est ma soirée, je vais me la préparer moi-même. Elle se souvint du restaurant où ils avaient fêté leur premier vrai rendez-vous. Le piano d'Airain. C'était au centre-ville, au sous-sol d'un vieil immeuble en briques, avec un escalier menant à une lourde porte en bois surmontée d'une cloche en cuivre. À l'époque, il y a 14 ans, ils y étaient tombés par hasard, parce qu'Adrien ne savait pas où l'emmener et s'était contenté de se réfugier dans le premier endroit à la lueur jaune et chaleureuse. À l'intérieur, un pianiste âgé jouait quelque chose de lent. La salle à manger sentait le pain frais, la cannelle et l'expresso. Sur leur petite table trônait une lampe de banquier verte. Adrien lui avait commandé la tartelette aux pistaches ce soir-là, parce qu'il l'avait vue dans la vitrine et avait décidé, pour une raison obscure, que Laure l'adorerait. La tartelette était fraîche, légèrement acidulée, avec une croûte de pistache concassée. Laure s'en rappelait encore le goût. Elle l'avait mangée avec une minuscule fourchette, et Adrien l'avait regardée depuis l'autre côté de la table, de cette façon dont les hommes vous regardent, seulement au tout début, en disant des choses qui n'avaient aucun sens. À un moment donné, il avait dit « Je veux vieillir avec toi ». Le piano d'Airain était toujours ouvert. Laure le savait car elle passait parfois devant en bus, en se disant toujours « Il faudra que je m'y arrête un jour ». Elle et Adrien n'y étaient jamais retournés. Au début, ils n'avaient pas le temps. Ensuite, c'était devenu trop cher. Et finalement, ils avaient tout simplement cessé d'aller dans ce genre d'endroit. Et ils n'avaient jamais retrouvé cette tartelette aux pistaches nulle part ailleurs. « J'y vais aujourd'hui », décida Laure. « J'achèterai la tartelette, je l'emporterai à la maison. J'allumerai une bougie, je dresserai la table pour 2 et je l'attendrai jusqu'à minuit. Et quand il rentrera, je poserai la tartelette devant lui sans dire un mot et je le laisserai deviner. Et s'il n'y arrive pas, tant pis. Il n'aura pas à le faire.
Prendre cette décision la fit se sentir plus légère. Quelque chose en elle se redressa, comme le ressort d'un vieux matelas qui finit par reprendre sa place. Laure finit sa soupe, jeta la serviette en lambeaux, alla au vestiaire pour vérifier si son sac était là, celui avec son portefeuille et son parapluie, et retourna à son bureau pour attendre la fin de la journée. À 17 heures précises, elle se déconnecta, enfila son trench coat, salua ses collègues d'un signe de la main et sortit dans la rue. La pluie avait redoublé d'intensité. Elle ne tombait plus de biais, mais s'abattait verticalement en d'épais rideaux gris, formant des flaques qui reflétaient les néons de la ville. Laure ouvrit son parapluie et se dirigea vers l'arrêt de bus. Dans le bus, assise près de la fenêtre, elle sortit son téléphone. Elle voulait envoyer un SMS à Adrien. « Je serai en retard. J'ai quelque chose à faire. » Elle tint le téléphone un moment, fixant la photo de leur écran de verrouillage, un voyage d'été à la côte il y a 5 ans. Tous deux portaient des lunettes de soleil, tous deux riaient. Adrien avait une trace de son rouge à lèvres sur la joue. Sur cette photo, Adrien la regardait d'une manière dont il ne l'avait pas regardée dans la vraie vie depuis très longtemps. Laure remit le téléphone dans sa poche. Elle ne lui envoya pas de message. À quoi bon? Il n'attendait rien. Il pensait qu'elle était à la maison en train de manger seule, de se débrouiller par elle-même. Exactement, pensa Laure avec obstination, seule. Elle descendit 2 arrêts avant le quartier du centre-ville et fit le reste du chemin à pied. Elle marchait vite, évitant les flaques, serrant le parapluie contre son épaule. Son plan pour la soirée se concrétisait. Passer par le piano d'airain, prendre la tartelette, courir au magasin de vin pour une bouteille de ce muscadou qu'Adrien lui achetait pour les fêtes, rentrer, se changer, dresser la table, peut-être sortir ce mug ébréché comme un symbole. Une plainte silencieuse, un indice. Peut-être qu'Adrien finirait par le voir et comprendre. Ou peut-être pas. Mais elle allait passer cette soirée selon ses propres termes, comme une femme qui savait encore quel jour elle s'était mariée. Plus elle s'approchait du restaurant, plus son cœur battait vite. Pas par peur, mais à cause d'une sensation étrange. Faible, informe, comme la légère odeur de fumée quand on ne sait pas encore ce qui brûle. Elle tourna dans la ruelle, passa devant la pharmacie de garde, devant l'arche en briques, devant les bennes à ordures où un chat errant était perché, et atteignit l'immeuble familier. Le piano d'airain avait beaucoup changé de l'extérieur. La vieille plaque en cuivre avait été remplacée par une enseigne élégante et rétro-éclairée. Au-dessus de l'entrée principale pendait un auvent avec le logo moderne du restaurant. Un videur en veste noire se tenait à la porte, parlant dans une oreillette. Laure fut désorientée une seconde. Elle se souvenait de l'entrée modeste avec la petite cloche. Tout ici était neuf, moderne, cher. Une musique d'ambiance sourde et sans parole s'échappait de l'intérieur. Laure s'avança, mais le videur leva la main. « Désolée, madame. La salle principale est fermée ce soir. Événement d'entreprise privée. Si vous faites partie du personnel, utilisez l'entrée de service au fond de la ruelle. » Laure ouvrit la bouche pour dire qu'elle ne faisait pas partie du personnel, qu'elle voulait juste acheter un dessert à emporter, qu'elle était une cliente. Mais le videur se détournait déjà, répondant à quelqu'un sur sa radio. La pluie lui cinglait l'épaule, le vent s'engouffrait dans son parapluie, et Laure, ne voulant pas rester là à avoir l'air ridicule, se dépêcha de contourner le coin. La porte de service était entr'ouverte. Une vague de chaleur s'en échappait, transportant des odeurs lourdes de viande saisie, de cannelle, d'expresso et de levure. Dans le couloir étroit, des gens en uniforme s'agitent en tous sens. Des serveurs en chemise blanche et pantalon noir, des cuisiniers en tablier, une fille portant un plateau, un gars transportant une caisse de bouteilles d'alcool. Appuyée contre le mur, une femme grande et frénétique tenait un porte-bloc. Son badge indiquait « Chelsea, responsable de salle ». Chelsea criait après quelqu'un au téléphone, le coinçant entre son oreille et son épaule, tout en réprimandant une jeune serveuse. « J'ai dit 10 minutes, pas 20. J'ai une salle pleine de VIP. J'ai un client qui nous a fait faux bond pendant 6 mois et qui a enfin réservé ce soir. Tu comprends ?» Laure se tenait sur le seuil, hésitant à entrer. Elle trempait le linoléum. Son parapluie n'était qu'à moitié fermé. Elle regarda autour d'elle, cherchant à qui demander pour un dessert à emporter. À cette seconde précise, Chelsea tourna brusquement la tête. Elle vit le chemisier blanc de Laure sous son trench ouvert, son pantalon noir, ses cheveux soignés, et son visage s'illumina comme si elle venait de voir sa propre sœur après 10 ans de séparation. Finalement, Chelsea fourra son téléphone dans sa poche, poussa la jeune serveuse de côté et attrapa Laure par le bras. « Oh mon Dieu! Je croyais que tu allais nous lâcher. Où étais-tu? Je t'expliquerai tout de suite. Nous avons une privatisation totale. Que des VIP. Attendez. » Laure essaya d'intervenir. « Je ne suis pas là. Entre, entre !» Chelsea la tirait déjà à l'intérieur. Dans la chaleur, l'odeur de nourriture, la lumière fluorescente crue. « Enlève ton manteau. Donne-moi le parapluie. Mets-le là. » Elle était censée remplacer Madison, qui s'était portée pâle la veille, et il s'était démené toute la journée pour trouver une remplaçante. Avant que Laure ne puisse dire un mot de plus, son manteau mouillé lui fut retiré et accroché à un crochet. Un tablier blanc impeccable fut noué autour de sa taille, et Chelsea se mit à débiter des instructions rapides sur les numéros de table, la carte des vins, et le fait que le plus important était de ne pas paniquer et de simplement sourire. Laure regarda autour d'elle, les joues brûlantes. Elle avait envie de hurler. « Je ne suis pas serveuse. Je suis juste venue pour la tartelette aux pistaches. » Mais dans le chaos, sa voix était complètement perdue.
Personne ne la regardait, personne n'écoutait. Chelsea lui fourrait déjà entre les mains un plateau massif et lourd, recouvert d'une grande cloche en métal. « Apporte ça dans la salle privée d'abord », dit Chelsea à toute allure. Deuxième porte au fond du couloir à gauche. C'est marqué événement privé. Entre discrètement, ne fais pas d'esclandre, pose-le. Retourne-toi, ressort. Compris? Ils ont une réunion très sérieuse. Laure resta là, tenant le plateau, paralysé. Il était lourd et chaud, et une vapeur aux senteurs de rôti et de romarin s'échappait de sous le couvercle. Quelque part devant elle, après cette deuxième porte à gauche, un rire d'homme étouffé résonna. « Et après » demanda Laure mécaniquement, se surprenant elle-même par sa propre voix. Elle sonnait frêle et étrangère. « Ensuite, reviens ici et je t'assignerai une section. » Chelsea l'écarta d'un geste. « Allez, vas-y, ne reste pas là plantée. » Laure regarda le couloir, en direction de la deuxième porte. C'était à une dizaine de mètres, après des murs humides longés de tuyaux apparents, des piles de caisses d'alcool et les conduits d'évacuation de la cuisine. « C'est bon », pensa Laure. Et ce petit déclic s'est encore produit dans sa tête. « C'est bon, je dépose ça. Je reviens tout de suite et j'explique tout à Chelsea. Je récupère ma tartelette aux pistaches et je rentre chez moi. 10 minutes et c'est fini. » Elle ajusta son tablier, équilibra le poids du plateau et avança lentement, prudemment, dans l'étroit couloir de service vers la porte fermée. Le couloir était exigu et mal éclairé. Le linoléum craquait sous ses chaussures. Elle agrippait le plateau à deux mains. La cloche en métal cliquetait légèrement. Des notes étaient scotchées au mur. De vieux plannings. Ne laissez pas le frigo numéro 2 ouvert. Matt, rapporte le sucrier. Un tube fluorescent vacillait près du plafond. Un grand commis surgit au coin de l'allée, portant un bac de vaisselle sale, et faillit la heurter à l'épaule. Attention derrière, grommela-t-il en la dépassant à toute allure. Laure s'appuya contre le mur pour le laisser passer, le plateau vacillant entre ses mains. Elle le serra plus fort et continua d'avancer. Elle avait le cœur au bord des lèvres, non pas de peur, mais à cause d'un étrange sentiment d'embarras. « Seigneur, pensa-t-elle, je suis plantée là, avec le tablier de quelqu'un d'autre, comme une adolescente qui apporte le dîner de je ne sais qui. Qu'est-ce que je suis en train de faire ?» Mais elle se répondit avec entêtement. « Je dépose ça, je sors. Et personne ne remarquera rien. Ensuite, je prends la tartelette et je pars. » À sa gauche, la cuisine grondait. Quelqu'un cria « 3 steaks pour la table 8 !» Quelqu'un d'autre hurla en retour. Au milieu du vacarme, elle pensa à Adrien. Il est probablement en réunion avec cette personne importante en ce moment même. Il m'a complètement oubliée. Elle atteignit le bout du couloir et tourna à gauche, comme Chelsea l'avait dit. Ici, c'était plus calme et plus propre. Les murs étaient recouverts de boiseries sombres. Une épaisse moquette bordeaux étouffait le bruit de ses pas. L'air ne sentait plus la friture, mais le bois précieux, le tabac de luxe et une pointe de cognac. Elle arriva dans un petit vestibule, juste devant une double porte. Une plaque en laiton indiquait « Événement privé ». Ne pas déranger. Elle s'arrêta, leva la main pour frapper, replia ses doigts, et à cet instant précis, elle entendit une voix derrière la porte. Une voix basse, calme, un peu fatiguée, familière jusqu'à la moindre syllabe. C'était la voix d'Adrien. La main de Laure se figea en l'air. Tous les bruits de la cuisine s'estompèrent, comme si quelqu'un avait coupé le son. Il ne restait plus que la voix posée et régulière de son mari, un homme qui, selon ses propres dires, était censé se trouver à une toute autre réunion à l'autre bout de la ville. Lentement, Laure abaissa sa main. Elle s'approcha aussi près que les boiseries le permettaient, pressant son épaule contre le mur, juste à côté des gonds de la porte. Les portes étaient massives, mais il y avait un mince interstice près du sol d'où filait un ray de lumière, laissant passer les voix parfaitement. « Exactement. Il ne faut juste pas la bousculer », disait Adrien. « Si on insiste trop, elle va sentir le coup fourré. Elle a un radar pour ça. » Laure retint son souffle. Un frisson lui parcourut l'échine, vif et désagréable, comme un courant d'air glacial en plein hiver. Une autre voix répondit, masculine, un peu plus aiguë, avec un timbre éraillé. La voix de quelqu'un habitué à beaucoup parler et à beaucoup fumer. « Adrien, combien de temps allez-vous encore faire traîner ça ? On en discute depuis 2 mois. J'ai les dossiers. Je suis prêt à signer l'avance dès demain. Apportez-le-moi. » « Qu'est-ce que vous attendez ? Je n'attends pas, Derek. Je calcule les risques. Calculez plus vite. Ma date de sortie est en décembre, et je veux tout sortir d'un coup. Les morceaux remasterisés, les inédits, le documentaire, un pack complet. » Une troisième voix intervint. Sèche, mesurée, avec cette élocution spécifique que Laure associait toujours aux hommes de loi. Elle n'avait pas entendu une voix pareille depuis qu'elle s'était occupée de la succession de sa mère. « Je dois rappeler à toutes les parties concernées. Sans la signature de l'héritière directe, nous ne pouvons pas avancer. Chaque document que vous m'avez apporté, Adrien, n'est que du papier pour l'instant. De la préparation bureaucratique. La clé du coffre appartient à votre femme. Elle signera, dit Adrien d'un ton mielleux. Je vous l'ai dit, ne paniquez pas. » Laure restait pétrifiée contre le mur, serrant le plateau brûlant contre sa poitrine. Sous la cloche, la nourriture grésillait doucement. Des perles de sueur perlaient sur son front. Même si le couloir était climatisé, elle ne comprenait pas pourquoi elle s'en allait pas. Une main invisible la maintenait clouée au mur, enchaînée aux voix qui glissaient sous la porte. « Et votre femme ?» demanda la voix éraillée. « Derek, est-ce qu'elle sait quelque chose sur la tante ? » Sur qui elle était vraiment ? Adrien laissa échapper un bref soupir méprisant par le nez. Il faisait ça tous les matins en lisant un titre de presse qui l'agaçait.
Elle sait qu'une parente est morte. Elle sait qu'il y avait des cartons de vieilleries. Je lui ai déjà dit. De vieux disques, des cassettes, des chiffons, de vieux carnets. Je lui ai dit de ne pas s'en faire avec ça. Elle a soupiré et m'a remercié de m'en occuper. Laure est comme ça. Vous me suivez? Elle nous fait confiance. Elle ne pose pas de questions sur des choses qu'elle ne comprend pas. Quels sont ses goûts musicaux? Demanda Derek. 0, répondit Adrien. La radio grand public dans la voiture. Ça s'arrête là. Elle ne connaît même pas le nom de scène de sa tante. Rose Nuit. Jamais entendu parler. J'ai vérifié. Laure ouvrit la bouche en silence, comme on le fait quand on a le souffle coupé. Rose Nuit. Elle connaissait ce nom. Elle le connaissait. Et pourtant non. C'était l'un de ces noms rangés au fond de sa mémoire. Associé à de vieilles émissions de télé spéciales, des pochettes de vinyle poussiéreuses, une voix que tout le pays fredonnait autrefois. Mais Laure n'avait jamais fait le lien avec quelqu'un de sa propre vie. Cela appartenait à son enfance. Un écho en arrière-plan chez sa grand-mère. Oh, Béatrice rappelle encore, soupirait sa mère. Et puis, ne t'en mêle pas, Laure. Tu es trop jeune pour comprendre. Laure n'avait jamais fait le rapprochement entre les deux. Tante Béa était cette femme excentrique avec son tourne-disque, ses foulards en soie colorée et sa voix grave qui venait en visite tous les quelques années et qui était simplement Tante Béa. Et Rose Nuit appartenait à un univers complètement différent, comme Aretha Franklin ou Nina Simone, un nom de la soul classique que tout le monde connaissait, même sans connaître la femme derrière. Toute sa vie, Laure avait gardé ces deux figures dans des tiroirs séparés de son esprit, sans jamais soupçonner qu'il s'agissait de la même personne. La tante en robe à fleurs bleues sur le porche et la voix célèbre à la radio. Il n'y avait aucun lien. Et Adrien, semblait-il, misait entièrement sur ce fait. Les carnets. La voix d'Adrien résonna de nouveau. Il y a des journaux intimes là-dedans, des trucs à couverture rigide. Je les ai feuilletés la nuit pendant que Laure dormait. La vieille dame était un sacré numéro. Elle a passé sa vie à se battre pour récupérer ses droits d'auteur. Et le plus beau, c'est qu'elle a fini par les obtenir juste avant de mourir. Elle avait les contrats originaux, la correspondance, les ordonnances du tribunal. Tout ça se trouve dans le placard de notre chambre d'amis en ce moment même, dans les cartons dont j'ai dit alors qu'ils étaient pleins de déchets. Et votre femme ne fouille pas? Demanda Derek. Elle ne le fait pas. J'ai tout de suite imposé ma version des faits. Je lui ai dit, laisse ça, on triera un week-end quand les choses se seront calmées. Et c'est tout. Un week-end, sa mère vient nous voir. Le suivant, on part en voyage. Celui d'après, je travaille. Les cartons restent là à prendre la poussière. Et si elle les ouvre? Adrien resta silencieux. Laure pouvait l'imaginer s'adossant à sa chaise, la mâchoire serrée, se frottant le front. Elle connaissait chacun de ses tics par cœur. Elle ne le fera pas, finit par dire Adrien. Ce n'est pas le genre à fouiner. Elle va pleurer sur les vieilles robes de sa tante, se souvenir du thé glacé qu'elle buvait sur le porche quand elle était gosse, et elle rangera tout ça. L'essentiel, c'est de la tenir éloignée des partitions et des journaux. Si elle les ouvre, elle verra les paroles. Elle verra la page de garde avec le nom de Rose Nuit, et elle commencera à poser des questions. Et pour l'instant, elle ne doit pas poser de questions. Elle a juste besoin de signer. Quand signe-t-elle? Demanda Derek avec impatience. Demain soir. J'ai déjà tout organisé. Nous allons directement chez le notaire. Procuration générale. Contrôle total des actifs. Je lui ai dit que c'est juste un formulaire standard pour que je puisse gérer la bureaucratie de la succession, sans l'embêter. Puisqu'elle est tellement épuisée depuis l'enterrement. Adrien. La voix sèche du notaire l'interrompit. Une procuration générale nous donne le droit de représenter ses intérêts. Mais pour transférer les droits de propriété intellectuelle à un tiers, nous avons besoin d'un accord commercial séparé. Cela doit être géré avec une précision chirurgicale. Si votre femme le découvre plus tard et conteste. Elle ne le découvrira pas, dit Adrien d'un ton ferme. Et même si c'était le cas, elle n'obtiendra rien. Je la connais, elle n'a aucun lien avec l'industrie de la musique. Elle ne comprendra pas ce qu'elle a perdu. Elle pleurera sur ses vieux vêtements et passera à autre chose. Le plus important, c'est de la tenir à l'écart de ses cahiers. Laure n'a pas pleuré. C'était le plus étrange. Elle restait immobile contre le mur, serrant le plateau de métal brûlant contre ses côtes, écoutant son mari expliquer calmement et professionnellement à deux inconnus qui elle était exactement, une femme confiante, inconsciente. On pleurera sur quelques robes et on n'en parlera plus. Et alors qu'il prononçait ces mots, rien en elle ne se brisa. Rien ne brûla. Rien n'éclata. Au lieu de cela, un grand calme et un froid intense s'installèrent en elle. Comme si elle entrait dans une immense maison vide après que tous les meubles ont été emportés. Soudain, un souvenir vif lui revint à l'esprit. Elle devait avoir 9 ans. C'était l'été chez sa grand-mère, à la campagne. Elle est assise sur les marches en bois chaud du porche, mangeant des fraises à la crème dans un bol en céramique. De la fenêtre ouverte flotte une voix de femme, grave, veloutée, avec un léger grain rocailleux dans les notes basses. La voix chante quelque chose de lent, sans parole. Tirant sur une note longue comme un fil d'une bobine, Laure lève les yeux, regarde à travers la moustiquaire de la fenêtre, et dans le salon sombre se tient tante Béa. Juste assise sur une chaise, portant une robe bleue à grandes fleurs blanches, chantant pour elle-même. Elle a une cigarette allumée dans une main. Un tourne-disque débranché est posé sur la table. Mais Béatrice chante comme si un disque jouait seulement dans sa propre tête. Sa grand-mère était sortie de la cuisine. Elle avait vu la petite Laure à la fenêtre et lui avait fait signe de s'éloigner.
Laure, ne dérange pas ta tante. Elle est comme ça parfois. Et tante Béa avait tourné la tête. Elle avait vu Laure, avait souri du coin des lèvres, lui avait fait un clin d'œil et avait chanté un peu plus fort. Laure se souvenait de cette voix. Et maintenant? Debout devant un salon privé, portant un tablier volé avec le dîner de quelqu'un d'autre entre les mains, elle comprenait enfin à qui appartenait cette voix et pourquoi la moitié de l'Amérique la connaissait sans jamais connaître le vrai nom de cette femme. Derrière la porte, les verres trinquèrent. Adrien dit quelque chose à propos des délais. Derek parla des droits de diffusion en continu. Le notaire marmonna au sujet de l'enregistrement. Les voix se brouillèrent comme si le volume avait été baissé à nouveau, mais cette fois, à l'intérieur de la propre tête de Laure. Elle sentit ses bras faiblir. Le plateau pesa soudain 50 kilos. « Madame », dit une voix derrière elle. Laure faillit lâcher le plateau. Elle se retourna brusquement. Marchant rapidement sur le tapis, un homme trapu en t-shirt noir aux manches retroussées s'avançait. Il avait un casque fin autour du cou, tenait une bobine de câble noir et une petite mallette d'équipement métallique. Son visage était buriné avec les sourcils légèrement relevés, comme s'il vivait dans un état perpétuel de légère surprise. « Madame », répéta-t-il en baissant la voix en s'approchant. « Où emportez-vous ce plateau? D'où venez-vous » Laure le fixa. Elle n'arrivait pas à mettre les mots dans le bon ordre. On m'a dit de l'apporter au salon privé. Il l'examina rapidement de haut en bas. Chemisier blanc, pantalon noir, pas de badge, pas de carnet de commande dans son tablier. Les mains tremblantes, le visage d'une pâleur mortelle. Tout en elle hurlait qu'elle n'était pas à sa place. « Depuis combien de temps travaillez-vous ici » demanda-t-il. « 10 minutes, chuchota Laure. 10 minutes, je ne travaille pas ici. Je suis venue acheter une tartelette aux pistaches à la pâtisserie à l'entrée. Je l'ai commandée ce matin. Je suis venue la chercher et une femme dans le couloir m'a attrapée. Chelsea, je crois. Elle m'a dit « Mettez le tablier. Apportez le plateau dans la salle. On verra ça plus tard. » Je ne réfléchissais pas. Elle m'a confondue avec quelqu'un d'autre. Il comprit avant même qu'elle n'ait fini. Il plissa légèrement les yeux, jeta un coup d'œil aux doubles portes fermées, puis regarda Laure. « Très bien, dit-il d'une voix basse et calme. Respirez. Je m'appelle Jason. Je suis le technicien audiovisuel. Je m'occupe de l'équipement sonore pour les événements. Donnez-moi le plateau. Donnez-le-moi. » Il fit glisser doucement le lourd plateau de ses mains, le posa sur un chariot de service à proximité et s'assura que la cloche était bien fixée. Laure ne sentait plus que les empreintes brûlantes du métal dans ses paumes. « Est-ce que ça va » demanda-t-il en étudiant son visage. « Je vais bien, dit Laure. Je ne suis pas malade. S'il vous plaît, sortez-moi d'ici, mais sans que personne dans cette pièce ne me voie, s'il vous plaît. Et la tartelette, ma tartelette aux pistaches? Elle doit être au comptoir de la pâtisserie. J'ai déjà payé. Le reçu est dans mon sac, dans la poche latérale. » Jason la regarda encore une seconde. Il avait des yeux marrons fatigués. Il n'y avait aucune curiosité brûlante en eux. Pas de pitié. Juste une compréhension calme et masculine que la femme devant lui était en état de choc profond, et que l'interroger était la pire chose à faire. « D'accord, » dit-il directement. « Allons-y. Je sais comment vous faire sortir sans passer par la salle de restaurant principale. Suivez-moi. Restez près de moi. Nous allons chercher votre gâteau. » Il prit les devants, marchant vite mais sans courir, faisant croire qu'il guidait simplement une nouvelle employée à travers les coulisses. Laure le suivit. Ils tournèrent dans un couloir latéral, passèrent devant des congélateurs, devant un gars qui vapotait près des bouches d'aération, devant un lave-vaisselle industriel bruyant. Une bouffée de chaleur les frappa depuis la cuisine, sentant l'oignon frit. Personne ne regarda Laure. Jason la mena par une porte étroite marquée réservée au personnel. Ils descendirent un court escalier et se retrouvèrent soudain dans une pièce exiguë qui sentait l'humidité et la lessive. Des manteaux étaient accrochés à un support contre le mur. Un énorme sac en toile noire de linge sale trônait dans un coin. « Où est votre manteau » demanda-t-il. « Crochet du haut près de la porte » dit Laure. Un tranche beige. Mon sac est sur le même crochet. Le reçu pour la tartelette est dans la poche latérale. Attendez ici. Il se glissa par la porte et revint presque instantanément. Son manteau était posé sur son bras. Dans son autre main, il tenait son sac, son parapluie mouillé plié et, ce qui fit tressaillir Laure, une boîte à pâtisserie carrée et plate attachée par un mince ruban de soie. La boîte du piano d'airain, la tartelette aux pistaches. Ils me l'ont donnée sans poser de questions, expliqua Jason en lui tendant tout d'un coup, et j'ai dit à Chelsea que vous aviez paniqué et démissionné, que vous vous sentiez mal. Elle n'a même pas discuté. C'est la folie là-bas ce soir. Laure prit la boîte de pâtisserie. Et pour une raison inconnue, c'est précisément cela, le carton chaud, le petit ruban de soie, qui fit finalement trembler sa lèvre inférieure. Jason détourna le regard, lui laissant un instant. « Je vais vous faire sortir par la cour arrière, » dit-il. « Il y a une ruelle qui mène à la rue. Vous pourrez prendre un taxi ou je peux vous appeler un Uber. Personne ne vous verra de ce côté. La salle VIP sort par l'avant. »« Merci, » dit doucement Laure. Elle enfila son manteau, serrant la boîte de pâtisserie contre sa poitrine. Jason la guida devant les bennes à ordures, franchit la porte de livraison et sortit dans la rue. La pluie s'était transformée en une brume légère et l'asphalte brillait. Noir sous les lampadaires, un taxi vide attendait au coin de la rue. Jason leva la main et la voiture s'approcha. « Vous pouvez donner votre adresse au chauffeur » demanda-t-il en ouvrant la portière. « Je peux le faire, » dit Laure. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, il hésita une seconde.
Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je gère le studio au-dessus du restaurant. Tout le monde me connaît. Jason, le gars du son, au cas où. Rentrez bien, d'accord? Laure hocha la tête. Monter dans le taxi sans écraser la boîte de pâtisserie s'avéra étonnamment difficile. Elle s'installa sur la banquette arrière et posa la boîte sur ses genoux comme un enfant endormi. La voiture démarra. Par la fenêtre, elle regarda l'enseigne rétroéclairée du piano d'airain s'effacer au loin. Elle regarda le videur, les lampadaires, les flaques d'eau, tout reculé dans la nuit sombre et indifférente. Laure fixait droit devant elle. En elle, tout restait très silencieux. Cela ne faisait pas mal. Elle n'avait pas peur, elle était juste silencieuse, comme si quelqu'un avait plongé la main en elle pour arracher toutes les sonnettes d'alarme qui retentissaient depuis 6 mois. À leur place se trouvait une compréhension simple et limpide. Elle allait rentrer chez elle. Elle poserait la tartelette aux pistaches sur le comptoir de la cuisine, la couvrirait d'un torchon, et quand Adrien franchirait la porte après minuit, il ne lirait absolument rien sur son visage. Pas une seule ride de suspicion, du moins, pas encore. Adrien rentra à minuit et demi. Laure entendit la clé tourner brièvement dans la serrure, ses clés tombaient sur la console. Sa sacoche en cuir heurtait le sol, son manteau mouillé froissait les cintres du placard. Elle connaissait la séquence par cœur. Chaque soir depuis 10 ans, elle avait enregistré ces sons comme la preuve de son retour. Et chaque soir, il signifiait la même chose. Il est rentré sain et sauf. Ce soir, il signifiait autre chose. Il signifiait « L'homme que j'appelais mon mari ce matin vient d'entrer dans la maison. Et je n'ai aucune idée de comment l'appeler maintenant. » Elle était assise dans la cuisine en peignoir, les cheveux détachés. Une tasse de thé complètement froid était posée devant elle. Les lumières principales étaient éteintes. Seule la petite suspension au-dessus de l'îlot était allumée. Sur le rebord de la fenêtre, une petite radio jouait doucement. Elle l'avait allumée pour combler le silence. Une émission nocturne de France Inter parlait d'une petite ville du Midwest. Laure n'écoutait pas. Elle se raccrochait simplement à la voix de l'animateur comme à une rampe. Sur le comptoir devant elle, la boîte de pâtisserie était recouverte d'un torchon propre. Elle ne l'avait pas ouverte. Elle l'avait rapportée du taxi et l'avait laissée exactement comme ça. « Tu es encore debout ?» Sa voix venait du couloir. Il y avait une fatigue exagérée dans son ton. « Je suis debout », répondit Laure naturellement. « Je t'attendais. » Il entra dans la cuisine. Il avait enlevé sa veste de costume et déboutonné son col. Ses cheveux étaient légèrement en bataille. Sous ses yeux se lisait une fatigue réelle et pesante. Laure le regarda et, pour la première fois de la soirée, fut stupéfaite de voir à quel point il paraissait ordinaire. Il était entré dans la cuisine avec exactement la même tête il y a 1 mois, 3 mois, 1 an. Rien sur son visage ou dans sa posture ne le trahissait. C'était comme si son corps ne contenait aucune trace de l'homme qui, 3 heures plus tôt dans un salon privé, avait déclaré calmement qu'elle pleurerait sur quelques vieilles robes et oublierait tout. « Oh là là !» Il grogna en s'effondrant lourdement sur une chaise. « Quelle journée, Laure ! J'ai le cou en compote. Je suis restée dans la même position depuis 20 heures. Tu te rends compte ? » « Je te crois. » Laure ajouta. « Il y a de l'eau chaude si tu veux un thé. » Elle se leva, alluma la bouilloire et sortit du placard son grand mug bleu, celui où il était écrit au meilleur mari du monde, qu'elle lui avait acheté pour plaisanter il y a des années. Elle tint le mug dans ses mains un instant, fixant le texte comme on regarde l'étiquette de prix d'une chemise qu'on sait déjà qu'on n'achètera pas. Puis elle le posa délicatement sur le comptoir. « Tu as mangé quelque chose ?» demanda-t-elle sans se retourner. Ils avaient des mini-burgers et d'autres trucs. C'était un traiteur. « Je n'ai pas faim. Ne t'inquiète pas. » « Le rendez-vous était dans un restaurant ?» demanda Laure. Son ton était décontracté, comme si elle s'informait sur le trafic routier. Elle lui tournait délibérément le dos pour qu'il ne puisse pas voir son visage. « Non, juste un café », répondit Adrien avec assurance. « Tu sais, un de ces cafés d'entreprise en centre-ville, un endroit ennuyeux, mais pratique pour tout le monde. » Laure versa l'eau bouillante dans son mug et y plongea un sachet de thé. La vapeur s'élevait en un ruban régulier. Elle posa le mug devant lui, s'assit en face et serra ses mains autour de sa propre tasse froide. La radio passa à une musique de piano instrumentale douce. Laure fixa la vapeur s'échappant du mug et pensa « Il a menti. Il a menti aussi facilement qu'il respire. Il n'a pas scié. Il n'a pas bégayé. Avec qui étais-tu » continua-t-elle, d'une voix totalement neutre. « Qui est l'invité de Marc ?» Adrien plissa légèrement les yeux en remuant son thé. « Tu te souviens de ce que je t'ai dit ? Mon service essayait de décrocher ce fournisseur depuis des mois. Eh bien, nous avons enfin réussi à mettre tout le monde autour de la même table. Je te raconterai tout ça plus tard. Tu es fatigué ? Pas vraiment, dit Laure. Eh bien moi, je suis épuisée. Il lui sourit. Le sourire était doux, fatigué et intimement familier. Le sourire le plus familier des 10 dernières années. Laure le regarda comme si elle regardait la photographie d'un inconnu. Laure, on verra ça demain. Je peux à peine garder les yeux ouverts. D'accord, à demain. Il finit son thé en 2 minutes, l'embrassa sur le sommet de la tête, lui tapota l'épaule et se dirigea vers la salle de bain principale. Du couloir parvint le bruit du robinet, puis celui de la brosse à dents électrique. Puis il commença à fredonner doucement quelque chose. Une mélodie sans air et sans parole. Laure resta assise dans la cuisine à l'écouter fredonner à travers la cloison. Et pour la première fois en 10 ans, il lui vint à l'esprit qu'elle ne savait pas quelle était la chanson préférée de son mari. Peut-être n'en avait-il même pas. Quand il se coucha enfin et commença presque aussitôt à ronfler,
Laure resta encore un moment dans la cuisine. Puis elle se leva silencieusement, se glissa dans la chambre d'amis, ouvrit la porte et resta là, dans le noir. Contre le mur du fond, recouverte d'une vieille couverture à carreaux, se trouvaient 4 boîtes de déménagement en carton. L'héritage, le bric-à-brac, les disques, les cassettes, les cahiers et les robes de tante Béa. Adrien lui avait dit « Nous ferons le tri un week-end ». Et elles étaient là depuis 2 semaines, sans qu'on y touche. Laure s'approcha et passa la paume de sa main sur le dessus de la boîte. Le carton était froid et légèrement poussiéreux. Écrit sur le côté au marqueur noir, il y avait B.A. ou, comme elle le savait maintenant, Rose Nuit. Elle n'ouvrit rien cette nuit-là. Elle resta simplement là. Puis, lentement, elle ferma la porte, retourna à la cuisine, replia ses jambes sur une chaise près de la fenêtre et resta assise là jusqu'à l'aube. Elle éteignit la radio, laissant l'appartement dans un silence total. Seul le bruissement occasionnel des pneus sur l'asphalte mouillé rompait le calme extérieur. Juste avant le lever du soleil, elle s'assoupit, la tempe appuyée contre la vitre froide. Elle rêva qu'elle était à nouveau une petite fille de 8 ans. La ferme, les marches en bois du porche, le bol de fraises, et tante Béa derrière la moustiquaire de la fenêtre chantant quelque chose de lent et sans parole. Dans le rêve, Laure savait que sa tante chantait juste pour elle. Le réveil sonna dans la chambre. Adrien grogna et appuya sur répétition. Il se tourna et se retourna pendant 15 minutes avant de se traîner enfin hors du lit. Laure l'accueillit dans la cuisine. Elle était déjà douchée, vêtue d'un chemisier propre, ses cheveux bien coiffés. Un bol de flocons d'avoine chaud l'attendait, ainsi qu'une tasse de café et du pain grillé. Tout était exactement comme d'habitude. 10 ans. Un matin identique au précédent. « À quelle heure rentres-tu aujourd'hui » demanda-t-elle en posant le pot à lait. « Vers 18 ou 19 heures. Je vais essayer, » dit-il en prenant une bouchée de pain grillé et en consultant son téléphone. « Oh, attends. Nous avons rendez-vous chez le notaire à 20 heures ce soir. Je passerai te chercher à 18 heures. Je quitterai le bureau plus tôt. » « D'accord. » Laure hocha la tête. « Assure-toi d'avoir ta pièce d'identité et tout le reste dans ton sac. Je ne veux pas qu'on s'agite à chercher des documents à la dernière minute. Je le ferai, Adrien. » Soudain, il leva les yeux vers elle. Un peu plus attentif que d'habitude, l'estomac de Laure se noua. « Tu as l'air pâle. Tu as bien dormi ?»« Pas vraiment. » Elle haussa les épaules. « Les voisins du dessus ont fait du bruit toute la nuit. Je n'ai aucune idée de ce qu'ils traînent là-haut. » Adrien eut l'air soulagé. « Ouais, je l'ai entendu aussi. On aurait dit qu'il déménageait des meubles à 3 heures du matin. Fais une sieste aujourd'hui si tu peux. Je le ferai. » Il se leva, s'étira, l'embrassa sur la tempe en sortant. Laure se força à ne pas tressaillir. À la porte, il se retourna. « Bon, alors à 18 heures. Je t'enverrai un SMS. » 18 heures. Il partit. La porte se referma. Laure resta totalement immobile une seconde, écoutant le silence. Puis elle se dirigea vers la fenêtre et le regarda traverser la cour jusqu'à sa voiture. Juste avant de monter, il sortit son téléphone et tapa quelque chose rapidement. Laure savait exactement à qui il écrivait. Elle pouvait presque voir les lettres sur l'écran. « Ce soir à 20 heures chez le notaire. C'est bon. » Elle signe. Quand sa voiture quitta le parking, Laure s'éloigna de la fenêtre. Elle alla dans la cuisine, ouvrit le tiroir du haut d'un placard et en sortit une mince pochette cartonnée. C'était là qu'il gardait les documents importants. Passeport, acte de mariage, carte d'assurance, certificat de décès de sa mère. Tout au fond se trouvait une enveloppe de l'étude notariale arrivée 2 semaines plus tôt. La même qu'Adrien avait brièvement ramassée, lue en grimaçant avant de dire « Laisse-moi m'en occuper ». Ne t'encombre pas la tête avec le jargon juridique. Et elle ne l'avait pas fait. Elle lui avait fait confiance. Laure ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une feuille de papier épaisse pliée en 3. Un avis de succession. Il y avait l'entête de l'étude, le nom de la notaire, le numéro de dossier, l'adresse et le numéro de téléphone. Pour la première fois, elle lut chaque ligne attentivement. La notaire était Mademoiselle Gable. Elle composa le numéro. Ça sonna un long moment. Puis, une voix de femme calme répondit. « Étude Gable et associée, en quoi puis-je vous aider ?» Laure donna le nom légal de sa tante, le numéro de dossier, et demanda si elle pouvait obtenir un rendez-vous pour aujourd'hui. La réceptionniste tapa quelque chose, fit une pause et dit « Mademoiselle Gable a une annulation à 11 heures. Est-ce que cela vous convient ? C'est parfait. Merci. » Laure raccrocha et fixa ses propres mains. Elle tremblait légèrement. Au travail, pour la première fois de sa vie, elle se fit porter pâle sans parler à son patron, sans s'excuser profusément. Elle envoya juste un court courriel. « Urgence familiale. Je suis absente aujourd'hui. Je rattraperai mes heures la semaine prochaine. » Elle l'envoya, mit son téléphone en mode « ne pas déranger » et prit un Uber jusqu'à l'étude notariale. L'étude était située au premier étage d'un immeuble en briques, près de la poste. Le couloir sentait le plâtre frais et le café éventé. 2 femmes avec des porte-documents étaient assises sur un canapé, en cuir rigide dans la salle d'attente. Laure donna son nom et fut appelée presque immédiatement. Mademoiselle Gable était une femme robuste, d'un certain âge, portant des lunettes de lecture retenues par une chaînette, un blazer blanc impeccable, et ses cheveux gris étaient tirés en un chignon banane parfait. Elle avait le visage de quelqu'un dont toute la carrière pourrait se résumer ainsi. En 25 ans de droit des successions, j'ai vu tout ce que les vivants peuvent faire aux morts, et plus rien ne m'étonne. Elle fit signe alors de s'asseoir, ouvrit avec précaution un dossier épais, ajusta ses lunettes et commença à feuilleter les pages.
Alors Laure, vous êtes ici au sujet de la succession de Béatrice. Vous êtes sa nièce, c'est bien cela? Oui. Laure acquiesça d'un mouvement de tête rigide. Très bien. Tout semble en ordre ici. Vous avez signé la déclaration initiale il y a 2 semaines. Vous vous en souvenez? Vous êtes, par ailleurs, l'unique héritière légale. Il n'y a pas d'autre demandeur. Béatrice n'avait pas d'enfant. Son mari est décédé avant elle. Ses parents sont partis depuis longtemps. Il n'y a pas de testament déposé. Vous êtes l'unique bénéficiaire. Je comprends, dit Laure. Mademoiselle Gable, je voulais clarifier ce qui constitue exactement la succession aujourd'hui. Le notaire la regarda par-dessus le bord de ses lunettes. Curieux, dit-elle lentement. J'ai expliqué tout cela à votre mari. Il est venu pour une consultation. Plus d'une fois d'ailleurs. Adrien, c'est bien ça? Laure hocha la tête. Son cœur rata un battement, puis reprit un rythme lourd. Oui, il est venu. Mademoiselle Gable continua, le sourcil légèrement froncé. Il posait des questions sur les détails, et curieusement, il a demandé s'il était possible que vous lui signiez une procuration générale, lui accordant la pleine administration des biens. Je lui ai dit que, bien que ce soit juridiquement possible, je le déconseille toujours fortement, surtout lorsqu'il s'agit d'une succession comme celle-ci. Une succession de quel genre? Demanda Laure doucement. Mademoiselle Gable retira ses lunettes et les posa soigneusement sur le bureau. Laure, dit-elle lentement, soyons clairs. La succession de votre défunte tante ne se limite pas à des objets ménagers. Ce ne sont pas seulement de vieux vinyles et des robes vintage. Il s'agit avant tout de propriétés intellectuelles, des droits d'auteur. Au moment de son décès, Béatrice détenait les droits enregistrés et confirmés sur un catalogue d'œuvres musicales qu'elle interprétait sous un nom de scène. Elle a gagné une bataille juridique massive pour récupérer ses droits d'enregistrement originaux. Les masters, littéralement 2 mois avant de s'éteindre, ce sont des archives musicales, des bandes originales. Et je ne saurais trop insister là-dessus, c'est le droit exclusif de monétiser ces œuvres. Qu'il s'agisse des redevances passées ou des licences futures, c'est un actif extrêmement important. Franchement, je traite rarement des successions avec une telle valeur en propriété intellectuelle. Laure restait parfaitement immobile. Ses oreilles lui brûlaient. Et Adrien, mon mari, bégaya-t-elle. Il savait cela? Mademoiselle Gable soupira. Une ombre passa sur son visage, cette expression spécifique d'un professionnel habitué aux drames familiaux des autres, réalisant exactement dans quel genre de pétrin elle venait de mettre les pieds. Laure, laissez-moi vous dire les choses ainsi. Adrien est venu ici 2 fois. La première fois, c'était pour des informations générales. J'ai expliqué que la succession était principalement composée de propriétés intellectuelles et de masters. Il a demandé une estimation financière. Je lui ai dit que je n'étais pas une experte de l'industrie musicale, mais que nous parlions d'une somme d'argent considérable. La deuxième fois qu'il est venu, il avait un objectif très précis. Puis-je obtenir une procuration pour agir au nom de ma femme? Je lui ai répondu que techniquement oui, mais que je devais vous voir en personne. J'avais besoin de votre signature. J'ai refusé de la rédiger sans que vous soyez assise sur cette chaise. Merci de ne pas l'avoir rédigée, dit Laure, la voix n'étant plus qu'un murmure. Mademoiselle Gable la regarda longuement, puis elle poussa un petit gobelet d'eau sur le bureau. Buvez, Laure. Prenez votre temps. Laure but. Ce n'était que de l'eau tiède provenant d'une fontaine, mais ses mains lui semblèrent plus stables après avoir avalé. Mademoiselle Gable, dit Laure en se redressant, je ne signerai aucune procuration aujourd'hui, ni aucun autre jour. Je veux tout enregistrer directement à mon nom en tant qu'unique héritière, et je veux prendre possession légale de tous les documents originaux que ma tante a laissés. J'ai 4 cartons chez moi dans la chambre d'amis. Je ne les ai même pas ouverts. Adrien m'a dit que ce n'était que des vieilleries, mais je veux m'en occuper moi-même. Mademoiselle Gable acquiesça en silence, sortit un bloc-notes tout neuf de son tiroir et commença à écrire méthodiquement. Très bien, dit-elle. Nous allons traiter la succession directement à votre nom, sans aucun intermédiaire. Je vais revoir les documents une dernière fois. Si tout est en règle, je vous délivrerai aujourd'hui un certificat légal qui vous accorde la possession officielle des archives. Et il se trouve que j'ai certains des documents originaux que votre tante m'avait confiés pour plus de sécurité dans mon coffre-fort. Souhaitez-vous les voir maintenant? Oui. Mademoiselle Gable se leva, se dirigea vers un grand coffre en acier dans le coin de son bureau, le déverrouilla et en sortit une épaisse enveloppe Kraft fermée par une ficelle, ainsi qu'une enveloppe blanche scellée plus petite. Elle posa les 2 devant Laure. Ceci, dit-elle en désignant le gros paquet, contient les ordonnances originales du tribunal lui restituant ses droits d'auteur. Ne perdez pas. Et ceci. Laure toucha la petite enveloppe blanche. C'est une lettre personnelle. Béatrice l'a déposée 1 semaine avant sa mort. Elle a donné des instructions explicites. Je devais vous la remettre, à vous et à vous seul, en personne, et seulement après que vous ayez entamé le processus de succession. Aujourd'hui semble être le bon moment. Laure ramassa l'enveloppe. Elle était fine et légère. Sur le devant, écrit d'une cursive large et légèrement tremblante, on lisait « Pour ma Laure, personnel ». Elle fixa ces 3 mots pendant un long moment. Puis elle demanda très doucement « Mademoiselle Gable, est-ce que je peux lire ceci ici ?» « Bien sûr, dit doucement le notaire, en tournant sa chaise vers la fenêtre pour lui laisser son intimité. Avec précaution, pour ne pas déchirer le papier, Laure brisa le sceau.
À l'intérieur se trouvait une unique feuille de papier de cahier quadrillé, pliée en deux. L'écriture était inégale, penchant fortement vers la droite. Par endroits, l'encre s'étirait vers le bas. Il était évident que sa tante l'avait écrite alors qu'elle était alitée, la main lourde et affaiblie. « Laure, ma chérie, commençait la lettre. Si tu lis ceci, cela signifie que j'ai enfin réussi. J'ai récupéré mon nom. Ne donne pas ma musique aux hommes qui te diront que tu ne comprends pas comment fonctionne ce milieu. J'ai cru un homme comme ça, autrefois. Il m'expliquait tout si merveilleusement bien, et puis j'ai perdu ma scène, ma voix, et presque toute ma vie. Ne les laisse pas te faire la même chose. Ouvre mes journaux. Ils ont été écrits pour toi. Je t'ai toujours aimé, tante Béa. » Laure lut la lettre une fois, puis une deuxième. À la troisième lecture, elle abaissa lentement le papier, pressa la paume de sa main contre son front, et, pour la première fois depuis la veille, elle pleura. Elle pleura en silence. Sans un seul sanglot, sans un bruit. Une larme glissa sur sa joue, puis une autre. Elle les essuya du revers de la main, se redressa et replia soigneusement la lettre dans son enveloppe. Mademoiselle Gable ne se retourna que lorsqu'elle entendit le froissement du papier. « Prête à continuer » demanda-t-elle calmement. « Je suis prête, » dit Laure. « Mademoiselle Gable, faisons-le. Je signerai tout ce qui doit être signé aujourd'hui. » Tout de suite. Excellent. Étape par étape, alors. Et elles commencèrent les formalités administratives. Laure signait partout où Mademoiselle Gable lui indiquait. Elle remit sa pièce d'identité, écouta les explications sur les transferts d'actifs, la protection des droits d'auteur et le registre des successions. Dans son esprit, une image très simple et très claire se formait. Ces cartons qui traînaient sous une couverture à carreaux dans sa chambre d'amis depuis 2 semaines n'étaient pas de la poussière, des chiffons et des détritus. C'était la vie de sa tante. Plus de 40 ans de la vie de Béatrice emballée dans 4 cubes de carton abîmés. Et demain soir, son mari avait l'intention de sortir discrètement cette vie de leur maison, comme on jette de vieilles chaussures. À la fin du rendez-vous, alors que Laure se levait pour lui serrer la main, Mademoiselle Gable la regarda une dernière fois et lui dit « Laure, je vous dis cela de femme à femme, et non en tant que notaire. Soyez très prudente ce soir. Quand votre mari rentrera et essaiera de vous amener ici pour ce rendez-vous de 20h, je ne serai pas là. Je ferme à 18h. Dites-lui que j'ai décalé le rendez-vous. Dites-lui que je suis tombée malade. Dites-lui que vous vous êtes trompé de jour, ce que vous voulez, mais ne signez rien de ce qu'il vous présentera ce soir. Compris » Laure hocha la tête. Compris. De plus, Mademoiselle Gable baissa la voix. Si vous avez quelqu'un en qui vous avez confiance, un parent, un ami, n'importe qui en qui vous avez une confiance absolue, ne passez pas la nuit seule dans cette maison avec ces cartons et cette lettre. D'accord ? D'accord. Laure hocha de nouveau la tête. Elle sortit du cabinet du notaire et se retrouva dans la rue. Le soleil brillait avec éclat, ce faible soleil d'automne qui sèche le pavé à midi après une nuit de pluie battante. Laure tenait son sac à main d'un côté, et de l'autre, l'épaisse enveloppe de documents juridiques, avec la fine lettre blanche précieusement glissée à l'intérieur. Elle marchait sur le trottoir, et, pour la première fois en 12 ans de vie commune, elle n'était pas pressée de retrouver son mari. Pour la première fois en 10 ans, elle ne lui avait pas envoyé de message pour lui dire où elle se trouvait. Laure rentra chez elle vers 14h. Elle cacha immédiatement l'épaisse enveloppe Kraft, contenant les documents juridiques dans son propre placard. Elle la posa sur l'étagère du haut, derrière une pile de draps de rechange, un endroit où Adrien ne regardait jamais, car il considérait que le linge de maison était son domaine à elle. L'enveloppe contenant la lettre de sa tante, elle la garda dans son sac à main, serrée contre son cœur. Puis elle s'assit à l'îlot de la cuisine, essayant de trouver un moyen de supporter les 4 heures qui la séparaient du retour de son mari. La solution se présenta d'elle-même. Laure saisit son téléphone et composa le numéro du cabinet d'avocat. Quand la réceptionniste répondit, Laure demanda à parler à Mademoiselle Gable. 1 minute plus tard, la voix familière résonna au bout du fil. « Je vous écoute, Laure. » « Mademoiselle Gable, » dit Laure à voix basse. « J'ai un service à vous demander. Si mon mari appelle le cabinet cet après-midi, pourriez-vous lui dire que vous avez dû annuler le rendez-vous de 20h ? Dites-lui que vous avez eu un crash informatique ou une coupure de courant, peu importe. Mais ne lui dites surtout pas que je suis déjà passée aujourd'hui. » Il y eut un silence. « Considérez que c'est fait ? » répondit Mademoiselle Gable d'un ton calme. « Je pars à 18h ce soir. Je vais donner pour instruction à l'accueil de ne prendre aucun rendez-vous ce soir. »« Aucun ? C'est entendu. Merci. » Le notaire ajouta, d'un ton plus doux. « Vous y avez bien réfléchi, n'est-ce pas ? Nous pouvons encore suspendre les dépôts de documents. Prenez la nuit pour y réfléchir à tête reposée. Je vous dis cela de femme à femme. J'y ai déjà réfléchi, » répondit Laure. « Merci. » Adrien arriva à 18h pile, comme promis. Il débordait d'énergie, légèrement agité, avec une pointe de nervosité enthousiaste dans la voix. En 10 ans, Laure avait appris à reconnaître cette humeur particulière. C'était ainsi qu'il se comportait juste avant de grandes négociations commerciales, des entretiens importants, ou avant de porter un toast au mariage d'un ami. « Alors, tu es prête à y aller ?» demanda-t-il en entrant dans le hall et en enlevant sa veste. « Tu as les documents, Adrien ?» demanda Laure depuis la cuisine. « Nous n'y allons pas aujourd'hui. » Il se figea, sa veste pendue à un bras. « Comment ça ? Nous n'y allons pas ?» J'ai confirmé le rendez-vous. Mademoiselle Gable a décalé. Ils ont un problème avec leur système informatique.
Elle a dit la semaine prochaine. Adrien suspendit sa veste très lentement et se retourna tout aussi lentement. À quelle heure as-tu appelé? Vers 16 heures, je crois. Pourquoi ne m'as-tu pas envoyé de message? Je l'ai fait, c'était techniquement vrai. Elle lui avait envoyé un court message 2 heures plus tôt. Le cabinet du notaire est fermé ce soir. Adrien vérifia son téléphone. Le message était bien là. Il ne l'avait pas vu parce qu'il était en réunion, et cela l'irrita plus que tout le reste. Fais chier, grommela-t-il. Bon. La semaine prochaine alors, la semaine prochaine. Il entra dans la cuisine, se servit un verre d'eau et le but d'un trait. Laure remarqua que sa main tremblait légèrement contre le verre. Elle voyait son cerveau tourner à plein régime, cherchant quoi faire maintenant. Comment présenter la chose à Derek? Comment maintenir leur calendrier? Elle le regarda et se dit « Mon Dieu, hier matin encore, je me serais précipitée pour le réconforter. Aujourd'hui, je le regarde simplement paniquer comme un rat d'un laboratoire. » La soirée se passa calmement. Elle prépara le dîner, dressa la table, répondit à quelques questions banales sur sa journée au bureau. Adrien essaya plusieurs fois d'orienter la conversation vers l'héritage, tentant différentes approches. D'abord en disant qu'il devait régler cela pour ne plus avoir cette affaire au-dessus de la tête, puis en suggérant qu'il pourrait trier les cartons à sa place pour lui éviter une trop grande charge émotionnelle. Laure se contenta de hocher la tête et de répéter « La semaine prochaine, on s'en occupera la semaine prochaine. » Elle se coucha la première. Lui resta tard dans la cuisine, faisant les 100 pas, tapant furieusement sur son téléphone avant d'effacer ses messages, puis passant des coups de fil étouffés dans le couloir. Quand Laure se réveilla le lendemain matin, elle ressentit une sensation qui n'arrive généralement qu'une fois dans une vie. C'était comme si quelqu'un, à l'intérieur d'elle, avait calmement fait ses valises pendant la nuit. Les avait déposées près de la porte d'entrée et lui avait dit « Tu peux partir ». Elle se leva, prépara le café d'Adrien, l'accompagna à la porte et l'embrassa sur la joue avec un calme parfait, sans mise en scène. Dès que la porte fut verrouillée derrière lui, elle se précipita dans la chambre d'amis, arracha la couverture à carreaux des cartons et, pour la première fois en 2 semaines, ouvrit celui du dessus. À l'intérieur se trouvaient d'épais carnets à couverture rigide, bordeaux et vert foncé. Les pages étaient légèrement jaunies, remplies d'une écriture soignée penchée vers la droite. Des partitions, des paroles de chansons, des notes dans les marges. Sur la première page du premier carnet, écrit en grandes lettres de la main de sa tante. Rose Nuit, chansons et master, volume 1. Laure resta assise par terre, entourée de ses carnets, jusqu'en fin d'après-midi. C'est alors qu'elle réalisa une vérité toute simple. Elle ne pouvait pas faire ça toute seule. Il y avait des cassettes, des bandes magnétiques. Elle ne savait même pas quel genre de machine permettait de les lire, ni où en trouver une aujourd'hui. Mais elle avait besoin d'entendre sa tante. Elle devait le faire elle-même, de ses propres oreilles, sans intermédiaire comme Adrien qui transformerait l'histoire à sa manière. Puis elle se souvint de Jason. Elle n'avait pas enregistré son numéro. Ce soir-là, près du taxi, ils n'avaient même pas échangé leurs coordonnées. Mais Jason lui avait dit « Je gère le studio d'enregistrement au-dessus du restaurant. Tout le monde me connaît. » Laure alla sur Internet et chercha « Le piano d'airain ». Dans la section des partenaires de leur site web, un petit studio d'enregistrement était répertorié à la même adresse. Elle appela le numéro. Une jeune femme répondit, dit que Jason était de service et proposa de prendre un message. Laure laissa son nom et demanda qu'il la rappelle. Il appela 2 heures plus tard. « C'est Laure, dit-elle. Du restaurant, la fille avec le. »« Je me souviens, répondit Jason calmement. Et Laure pouvait deviner son sourire au téléphone même sans le voir. Je pensais que vous alliez faire la morte. Je me suis dit que vous aviez peut-être préféré en rester là. Laure hésita. J'ai besoin d'aide avec de vieux enregistrements originaux, des cassettes, des bandes magnétiques. Je ne sais pas dans quel état elles sont. Il y en a beaucoup. Et j'ai besoin de quelqu'un qui n'ira pas tout raconter à mon mari. Je ne raconte rien à personne, dit-il. Envoyez-moi l'adresse. Ils convirent de se retrouver dans un petit café neutre, près de son appartement. Laure apporta une cassette, celle qui paraissait la plus ancienne, étiquetée concert d'été. Jason arriva vêtu du même t-shirt noir, portant une besace usée. Il commanda un café noir, rien d'autre. Il prit la cassette de ses mains avec précaution, comme s'il tenait un oiseau blessé. « Je ne peux rien promettre, dit-il. La bande magnétique pourrait se désagréger dès que j'appuierais sur lecture. Mais je ferai de mon mieux. Et si ça marche? Quel est votre tarif? Demanda Laure avec prudence. Il leva les yeux vers elle, des yeux bruns, fatigués. Pas de jeu, pas d'entourloupe. Je veux juste entendre ce qu'il y a dessus. Adrien commença à réaliser que quelque chose n'allait pas, par étapes. D'abord de petites choses qu'il remarqua à peine, mais qui finirent par former une image terrifiante dans son esprit. Le premier signe fut les cartons. Un après-midi, il alla dans la chambre d'amis pour prendre une valise dans le placard et remarqua que la couverture à carreaux était drapée différemment. Ce n'était pas la façon dont il l'avait disposée 2 semaines plus tôt. Un coin était soulevé. Le tissu était froissé d'un côté. Adrien fronça les sourcils, souleva la couverture et vit que le carton du haut avait été déplacé. Il n'était plus parfaitement aligné avec la marque de poussière sur le sol. Les rabats en carton avaient été repliés et recollés, mais le ruban adhésif était de travers, avec des bulles d'air emprisonnées dessous. Adrien resta debout devant le carton pendant 30 secondes, sans rien dire.
Il remit soigneusement la couverture en place, mais dans son esprit, quelque chose venait de s'enclencher. Le deuxième signe fut ces nuits. Il commença à se réveiller dans l'obscurité pour constater que Laure n'était plus dans le lit. Une nuit, puis 2 nuits de suite, il se levait, parcourait le couloir, et la trouvait assise à l'îlot de la cuisine sous la suspension. Elle portait un large casque audio noir, un casque qu'il ne possédait pas auparavant. Quand elle le voyait, elle l'enlevait calmement et disait « Je n'arrivais pas à dormir. J'écoute juste un podcast ». Adrien hochait la tête et retournait se coucher. Mais la 3e nuit, il remarqua que le câble du casque n'était pas branché sur son téléphone, mais sur un vieux baladeur à cassette volumineux. Le 3e signe fut Mademoiselle Gable. Adrien appela le cabinet pour avancer leur rendez-vous. La réceptionniste l'informa poliment que Mademoiselle Gable était complète. Adrien exigea de parler de la succession de Béatrice. La réceptionniste marqua une pause et dit tout aussi poliment « Monsieur, je ne peux pas vous aider pour ce dossier. La loi nous autorise uniquement à discuter de cette succession directement avec l'héritière. » Il raccrocha et resta les yeux fixés sur le mur. Auparavant, cette même réceptionniste avait répondu volontiers à ses questions. Maintenant, c'était une porte close, et ces mots résonnaient dans sa tête. Ce n'était pas votre femme, c'était l'air. Le 4e signe, c'était son calme absolu. Laure avait arrêté de soupirer. En 10 ans, il s'était habitué à sa présence discrète. Elle soupirait quand elle était fatiguée, quand elle était blessée, ou quand elle attendait qu'il remarque quelque chose. Ces soupirs étaient le bruit de fond de leur appartement, comme le tic-tac d'une horloge murale. Et soudain, ils avaient disparu. Laure se déplaçait dans la maison avec une grâce mesurée et délibérée. Elle faisait la vaisselle avec soin, posait son dîner sur la table calmement, ne lui demandait plus comment s'était passée sa journée, ne lui proposait plus de regarder la télé ensemble avant de dormir. Elle restait assise dans son fauteuil à lire un livre sans lever les yeux vers lui toutes les 5 minutes comme avant, et cela le terrifiait plus que tout. Le 5e jour, il craqua. Il rapporta à la maison un énorme bouquet de chrysanthèmes blancs, le genre de fleurs qu'il pensait universellement aimées par toutes les femmes. Laure détestait les chrysanthèmes, surtout les blancs. Il lui rappelait les enterrements, mais en 10 ans, il n'avait jamais pris la peine d'apprendre ce détail. Il les mit lui-même dans un vase, coupa les tiges en biseau lui-même, remplit l'eau lui-même. Il s'efforça même d'afficher un sourire chaleureux. Il s'assit en face d'elle à la table de la cuisine et commença à parler de cette voix douce et persuasive qu'il utilisait autrefois pour la calmer après une dispute. « Laure, dit-il, j'aimerais te parler sérieusement, sans toutes ces distractions. » Laure ferma son livre, posa ses mains sur ses genoux et le regarda en silence. « Je sais que tu es distante ces derniers temps, » continua Adrien. « Et écoute, j'ai peut-être mal géré cette histoire d'héritage. Je n'aurais pas dû dire que c'était de la camélote. Je voulais juste t'épargner du stress. Tu étais dans un état pas possible après l'enterrement de ta tante. » Laure resta silencieuse. « Et puis ce producteur est arrivé, » insista Adrien, un type sérieux dans le milieu. Il a entendu parler des archives et il a proposé de racheter tout le catalogue. Pour beaucoup d'argent, une somme qui pourrait changer notre vie. On pourrait rembourser le prêt de l'appartement, refaire la cuisine comme on en rêve depuis des années. Il marqua une pause. Au lieu de ça, tu restes debout jusqu'à 3 heures du matin à écouter de vieilles cassettes. Laure regarda le bouquet sur la table, des fleurs fraîches, chères et totalement vides de sens. Je n'écoute pas des cassettes, dit-elle calmement. J'écoute ma tante. Ta tante? Adrien s'arrêta une seconde. Les coins de sa bouche s'affaissèrent. Alors, tu sais déjà qui t'a donné accès au fichier? Laure ne répondit pas. Elle le regardait simplement d'un regard égal, sans colère, sans pitié, de la façon dont on regarde quelqu'un qu'on voit clairement pour la toute première fois. Adrien se renversa dans sa chaise, les muscles de sa mâchoire contractés. Il essaya une dernière fois, en adoptant un ton plus dur, plus autoritaire. Laure, l'industrie de la musique est un panier de crabes. C'est rempli de contrats complexes, de répartition de redevances, de clauses de perpétuité dont tu ne sais absolument rien. Ces types ont des armées d'avocats. Tu pourrais finir par signer quelque chose et tout perdre sans même t'en rendre compte. Je connais ce monde. Je sais comment fonctionnent les affaires. Je peux négocier pour toi, te garantir un énorme chèque. Tout ce dont j'ai besoin, c'est que tu signes la procuration générale. Je sais, dit Laure. Je sais exactement quel genre de pouvoir tu veux. Adrien perdit totalement son sang-froid. Il se leva brusquement, repoussant sa chaise, et commença à faire les 100 pas dans la petite cuisine. Sa voix monta, plus forte qu'il ne l'avait sans doute voulu. Est-ce que tu as la moindre idée de tout ce que j'ai sacrifié pour cette famille? De tout ce que j'ai mis de côté dans ma vie? Je m'occupe de tout. J'organise les vacances. Je me tape les fêtes avec ta famille. Et ta tante? Qu'est-ce qu'elle a accompli, au juste? Elle vivait dans un monde imaginaire, à chanter devant des salles vides. Et maintenant que j'ai trouvé un moyen de tirer profit du bazar qu'elle a laissé derrière elle, tu me regardes comme si j'étais le méchant. Laure l'observait. Elle voyait la rougeur monter sur son cou. Elle voyait le coin gauche de sa bouche trembler. Elle le voyait postillonner en hurlant, complètement hors de contrôle. Et soudain, elle ne ressentit ni peur, ni douleur. Elle ressentit juste un profond sentiment de gêne pour lui. Elle avait honte d'avoir passé 10 ans à dormir à côté d'un homme qui nourrissait ses pensées depuis tout ce temps.
attendant le bon moment pour les sortir. Quand Adrien finit par s'épuiser et se laissa retomber sur sa chaise, le souffle court, Laure se leva calmement et alla dans la chambre d'Amy. Il la suivit du regard, confus. 1 minute plus tard, elle revint avec une feuille de papier blanche bien nette, la photocopie de la lettre de Béatrice. Elle la posa en plein centre de la table de cuisine, juste à côté du vase de fleurs d'enterrement. « Lila », dit-elle. « Jusqu'au bout. » Adrien ramassa le papier agressivement, dégageant toujours une hostilité palpable, comme s'il pensait qu'un bout de papier ne changerait rien. Mais alors que ses yeux parcouraient les lignes, son expression commença à se figer. Laure regardait ses lèvres articuler silencieusement les mots familiers. « Ne donne pas ma musique aux hommes. J'ai cru un homme comme ça, autrefois. » Il finit sa lecture et resta pétrifié pendant plusieurs secondes. Puis il reposa le papier sur la table avec une précaution étrange, presque délicate. Quand il leva enfin les yeux vers Laure, elle vit qu'elle ne regardait plus son mari, ni son partenaire, ni même un homme plein de remords. Elle regardait un homme d'affaires en colère qui venait de réaliser qu'un actif lucratif lui filait entre les doigts. « Et maintenant » demanda-t-il, la voix complètement creuse. Laure resta là quelques secondes, puis elle répondit calmement. « Je demande le divorce. Je déposerai les papiers demain. Tu pourras venir chercher tes affaires ce week-end. Je vais aller chez ma mère pour quelques jours. » Adrien ne répondit pas tout de suite. Il regarda les chrysanthèmes sur la table, puis la lettre, puis Laure, comme s'il essayait de déterminer la milliseconde exacte où il avait perdu le contrôle du récit. « Tu vas le regretter, dit-il, la voix à peine plus haute qu'un murmure. Laure hocha lentement la tête. « Peut-être, mais pas aujourd'hui. » Il essaya encore pendant 1 semaine. Il appela, envoya des textos, se présenta devant son bureau. Une fois, il la menaça, prétendant que sans lui, elle se ferait arnaquer par l'industrie. Que Derek trouverait une faille et volerait la musique. Une autre fois, il se présenta avec de nouvelles fleurs, des roses rouges cette fois, comme s'il avait enfin compris l'erreur des fleurs blanches. Une fois, il arriva ivre tard dans la nuit, s'acharnant sur l'interphone de l'appartement. Laure n'ouvrit jamais la porte. À ce stade, son accès à tous ses documents juridiques était hermétiquement fermé. La notaire méticuleuse, Mademoiselle Gable, avait tout exécuté avec une efficacité redoutable. Derek, le producteur, contacta Laure directement environ 2 semaines après la séparation. Comment il avait obtenu son numéro, Laure le devina immédiatement. Adrien, au début de la rupture, essayait encore de sauver l'affaire en donnant des bribes d'informations à Derek. Derek ne s'en cacha même pas au téléphone. Il utilisa tout de suite son prénom. Laure, commença-t-il d'un ton mielleux, plein d'assurance. Je comprends dans quelle situation vous vous trouvez. Je suis totalement extérieur aux drames familiaux et je n'ai aucune intention de m'immiscer dans votre vie privée. Je vous appelle en tant que professionnel pour vous proposer un contrat professionnel. La voix était agréable, profonde, avec ce timbre un peu rauque. Laure la reconnut instantanément. La même voix qui, dans le salon privé, disait « Qu'est-ce que tu attends, Adrien ?» Ma date de sortie est en décembre. Elle se tenait près de la fenêtre de la cuisine, le téléphone collé à l'oreille, regardant l'enfant des voisins faire du tricycle dans la cour. « Je vous écoute ?» dit-elle d'un ton plat. « Je veux vous faire une offre directe et transparente, » continua-t-il. « Pas d'intermédiaire. Ce que votre tante a laissé derrière elle est du matériel sérieux. Je ne vais pas vous ennuyer avec un cours sur le marché de la musique. Je suppose que vous êtes au courant maintenant. Je vous propose de racheter l'intégralité des archives. Enregistrements, originaux, éditions, droits de première exploitation, redevances d'interprétation, tout en une seule transaction forfaitaire. Je m'occupe de la partie compliquée. Vous repartez avec un chèque massif et vous vivez votre vie en paix. Combien proposez-vous ? Demanda doucement Laure. Il cita un chiffre. Laure ferma les yeux 1 seconde. C'était une somme vraiment astronomique. Le genre de somme qui fait que la plupart des gens arrêtent de réfléchir et signent tout de suite. Avec cet argent, elle pourrait rembourser le prêt de l'appartement sous lequel elle et Adrien se noyaient depuis 10 ans. Elle pourrait acheter à sa mère une vraie cuisinière au lieu de sa plaque électrique cassée qu'elle utilisait depuis l'hiver dernier. Elle pourrait voyager pendant 6 mois sans jamais se soucier d'une facture. Elle ouvrit les yeux. Sur le rebord de la fenêtre était posé un simple cadre en bois contenant une vieille photo en noir et blanc qu'elle avait trouvée dans l'un des cartons. C'était 30 Béa, dans la vingtaine, portant sa robe bleue à fleurs et debout sur scène derrière un micro. Ses yeux étaient à moitié clos, un léger sourire aux lèvres. Elle regardait un point dans la foule, par-dessus la tête du public, avec l'expression d'une femme qui savait exactement pourquoi elle se trouvait là. « C'est un rachat unique », confirma-t-elle. « C'est exact. Un versement forfaitaire pour le transfert complet des droits », précisa Derek. « Pas de plan de paiement, pas de partage de redevances. Vous récupérez le liquide, je récupère le catalogue, et tout le monde repart content. »« Et qu'est-ce que ma tante y gagne ?» demanda Laure. Derek resta silencieux à l'autre bout du fil. Pendant 1 seconde, il sembla croire qu'il avait mal entendu. « Qu'est-ce que ma tante gagne dans ce marché ?» répéta Laure. « Laure ?» Derek eut un petit rire prudent. Elle est décédée. « Je sais, » répondit calmement Laure. « C'est pour cela que c'est moi qui prends les décisions désormais. Alors, je vous le demande. Dans ce contrat, qu'est-ce qu'elle y gagne ? Est-ce que son nom figurera sur les disques, sur les pochettes d'albums, dans le livret ? Ou allez-vous faire exactement ce qui lui est arrivé il y a 40 ans ? L'effacer,
payer le silence et prétendre qu'elle n'a jamais existé. Derrick resta silencieux plus longtemps cette fois-ci. Ce sont des détails techniques, finit-il par dire, d'une voix sèche et cassante. Ce ne sont pas des détails techniques, dit Laure. Ce sont les seuls détails qui comptent. Merci pour l'offre, Derrick. Je refuse. Il essaya encore une fois, puis insista de nouveau une semaine plus tard. Puis, réalisant qu'il se heurtait à un mur, il finit par cesser d'appeler. Il fallut 4 mois alors pour préparer la première sortie. Son notaire enregistra tous les droits d'auteur strictement sous son nom, remplit les formulaires et sécurisa les droits d'édition. Pendant ce temps, Jason et un vieil ingénieur du son nommé S numérisèrent chaque bobine et chaque cassette. Certaines bandes tombaient littéralement en lambeaux. Ils réussirent à sauver 2 chansons en recollant manuellement la bande magnétique. Sur l'un de ces morceaux, un léger souffle persistait durant le second couplet. Laure refusa qu'il l'efface au mixage. Cette imperfection lui semblait juste, comme la fêlure sur sa tasse préférée. Laure conçut elle-même la pochette de l'album. Pas de photographie de studio glacé, pas de graphisme sophistiqué, juste la photo en noir et blanc posée sur le rebord de sa fenêtre. Tante Béa au micro, sa robe à fleurs, les yeux mi-clos, souriante. En haut, dans une police simple, rose nuit. En bas, les enregistrements perdus. Laure écrivit le texte du livret elle-même, assise à l'îlot central de sa cuisine tard dans la nuit, buvant du thé dans sa tasse ébréchée. Elle l'écrivit à la main, avec des mots simples, sans jargon de l'industrie, sans la qualifier de légendaire ou d'inégalable. Elle raconta simplement comment, il y a des décennies, une femme s'était fait voler sa musique, comment son nom avait été rayé des registres, et sa voix attribuée à d'autres. Comment elle avait passé 40 ans à se battre pour la récupérer, perdant presque espoir. Comment, juste avant de mourir, elle avait enfin obtenu le droit légal de dire « C'est moi qui ai écrit ces chansons ». Et comment sa nièce, qu'il écoutait autrefois à travers une porte moustiquaire dans une ferme, les publiait enfin sous son vrai nom. 7 classiques remasterisés, 3 titres inédits, 10 chansons qui portaient le poids d'une vie entière. Le jour de la sortie numérique, Laure ne put pas dormir. Elle resta assise dans la cuisine, les yeux fixés sur son téléphone, se forçant à ne pas rafraîchir la page toutes les 2 minutes. À midi, les premiers commentaires commencèrent à tomber. Le soir venu, ils se comptaient par centaines. Les gens se souvenaient. Ils discutaient des mélodies, reconnaissaient la voix, partageaient leurs propres souvenirs. Une femme de l'Ohio écrivit « J'ai dansé sur cette chanson à mon mariage il y a 40 ans. Je n'ai jamais su qui chantait réellement. Merci de lui avoir rendu son nom. » Laure lut ce commentaire, posa son téléphone face contre terre sur le comptoir, enfouit son visage dans ses bras et resta ainsi longtemps, son thé refroidi dans la tasse. Sur le rebord de la fenêtre, la photo de Béa veillait sur la cuisine. Dehors, le soleil se couchait sur la ville. 6 mois après la sortie, une fois que le tourbillon initial fut retombé et que les premiers chèques de redevance furent encaissés, Laure réalisa que se contenter de vivre de cet argent ne suffisait pas. Restaurer le nom de sa tante n'aurait pas grand sens si, demain, la même chose arrivait à la nièce, à la fille ou à la petite-fille de quelqu'un d'autre. Elle se rendit donc au centre culturel du quartier, à quelques rues de là, le même endroit où elle allait à la chorale quand elle était enfant. Elle rencontra la directrice, signa un bail et loua 2 petites pièces au sous-sol. Elle y installa un modeste studio d'enregistrement. Jason trouva une table de mixage et des enceintes, mélangeant du matériel neuf et d'occasion. Ils firent venir un vieux piano droit abandonné dans l'auditorium d'une école. Il était légèrement désaccordé et une touche restait bloquée, mais il avait une sonorité chaude et riche. Elle ajouta un classeur et une cafetière dans un coin. Au mur, Laure accrocha une seule photographie encadrée. Tante Béa dans sa robe bleue à fleurs, jeune et souriante, une cigarette tenue négligemment dans sa main basse. De jeunes filles commencèrent à venir pour enregistrer leurs premières maquettes. Des lycéennes, des étudiantes, des femmes d'une vingtaine d'années, certaines portant des guitares acoustiques, d'autres serrant simplement des carnets remplis de paroles. Laure ne s'asseyait pas à la table de mixage avec elle. Elle s'asseyait au bureau. Elle sortait un contrat standard vierge, et lentement, ligne par ligne, expliquait chaque mot. Que signifie transfert de droit? Que signifie à perpétuité dans l'univers entier? Où signe-t-on? Où refuse-t-on de signer? Pourquoi faut-il demander un temps de réflexion? Si on vous brosse un portrait idyllique de l'argent, vous attendez. Elle répétait la même chose à chaque fille. Si on essaie de vous presser, vous attendez. Si on vous dit que vous n'êtes qu'une enfant et que vous ne comprenez pas comment fonctionne le milieu, vous attendez absolument. Moi non plus, je ne comprenais rien autrefois. Et un homme m'a tout expliqué très joliment. Les filles l'écoutaient avec sérieux. Elles hochaient la tête, prenaient des notes, posaient des questions. Laure pouvait le voir sur leur visage. Certaines entendaient cela pour la toute première fois de leur vie. Personne à la maison ne leur apprenait ça. Jason était toujours dans les parages, sans jamais se presser, sans jamais forcer les choses, exactement comme dans les films. Au début, il aidait simplement pour le câblage du studio, passant l'après-midi pour souder un câble ou suggérer quel préampli acheter. Puis, il commença à passer juste pour passer. Parfois en apportant une pizza de la pizzeria du coin, parfois en apportant un livre que son ami S lui avait recommandé. Puis, un soir, il resta dîner. Laure l'observa attentivement pendant longtemps. Après Adrien, elle réapprenait la confiance à partir de zéro.
comme une personne qui réapprend à marcher après un grave accident de voiture. Des pas courts, en gardant la main contre le mur. Jason ne la pressait pas. Il était l'un de ces rares hommes qui savaient simplement être présents et se taire quand le silence était nécessaire. Par une journée d'automne pluvieuse, le jour anniversaire exact de la nuit où on l'avait prise pour une serveuse, Laure entra dans le piano d'airain. Le restaurant était à moitié vide. C'était le calme du milieu d'après-midi. Seuls quelques couples âgés déjeunaient tardivement. Chelsea, la directrice, se tenait près de l'accueil. Elle reconnut Laure immédiatement. Elle eut l'air mortifiée pendant une fraction de seconde, mais reprit vite contenance avec une politesse professionnelle. Laure commanda une tartelette aux pistaches à emporter. On la lui tendit dans la même boîte de pâtisserie blanche et impeccable, nouée avec le même ruban de soie. Elle n'emporta pas la tartelette chez elle. Elle ne la porta pas à Jason, et certainement pas à Adrien, qui n'existait plus dans sa vie depuis plus d'1 an. Elle l'emmena au studio, au sous-sol. Elle la posa sur le bureau, juste sous la photo de Béatrice, et s'assit sur la chaise en face. Dehors, une fine bruine d'automne tombait sur les rues de la ville. Dans la cabine d'enregistrement derrière la vitre, l'une des élèves pianotait lentement une mélodie sur le piano droit, hésitante, s'arrêtant, essayant à nouveau. « On t'écoute maintenant ?» Tante Béa, dit doucement Laure. La photographie resta silencieuse, mais c'était un silence différent de celui des personnes oubliées. C'était le silence de quelqu'un qui avait enfin été appelé par son véritable nom. Et Laure comprit enfin la vérité essentielle de tout cela. Sa tante ne lui avait pas seulement laissé un catalogue musical, des droits légaux ou un compte en banque. Sa tante lui avait laissé quelque chose de bien plus simple. Le droit de décider elle-même de ce que sa voix allait devenir, et la force de ne jamais céder le micro à quelqu'un qui pense connaître votre chanson mieux que vous. Merci d'avoir écouté cette histoire. Vous êtes sur notre chaîne. Dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce récit. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un j'aime. C'est un simple clic pour vous, mais cela fait toute la différence pour nous.